Septembre 1850, le Congrès américain est à bout de souffle face à l'intensification des tensions sur l'esclavage. Les congressistes tentent une dernière fois d'éviter une guerre civile. Ils adoptent une série de 5 lois pour apaiser les tensions entre le Nord et le Sud. Pour le Nord, la victoire fut l'admission de la Californie dans l'Union en tant qu'État libre. Cela brisait l'équilibre fragile entre le nombre d'États esclavagistes et le nombre d'États libres au Sénat. En échange, le Sud obtient plusieurs concessions. Le Texas, qui revendiquait de vastes territoires, fut récompensé financièrement pour abandonner ses revendications. La mesure la plus explosive fut le Fugitive Slave Act. Cette loi obligeait les citoyens du Nord à aider les chasseurs d'esclaves à capturer et à retourner les esclaves en fuite. L'esclavage était considéré par le Nord comme un problème propre au Sud. Avec cette loi, la question de l'esclavage s'imposa de manière concrète dans la vie quotidienne des habitants de Boston ou de New York. Cela a poussé de nombreux citoyens ordinaires à devenir des opposants farouches au système. En fin de compte, le compromis ne fut pas une solution, mais un simple pansement sur une plaie ouverte. Il a repoussé la sécession immédiate, mais il a radicalisé le Nord et le Sud. Cela rendait la guerre non seulement inévitable, mais aussi idéologiquement plus intense. En 1854, le Kansas-Nebraska Act met le feu aux poudres. Cette loi, poussée par le sénateur Stephen Douglas, a pour objectif d'organiser les territoires de l'Ouest. Mais elle contenait une bombe à retardement. Elle annulait le compromis du Missouri de 1820 qui interdisait l'esclavage au nord d'une certaine ligne de latitude. Le choix était laissé aux habitants de chaque territoire le soin de décider si l'esclavage serait autorisé. La réaction fut immédiate et violente. Des milliers de colons pro-esclavagistes et anti-esclavagistes se sont précipités au Kansas pour influencer le vote. Le résultat fut le Bleeding Kansas, une véritable guerre civile miniature où les milices rivales s'affrontent et transforment le territoire en un champ de bataille. C'était un prélude à la guerre de sécession. 3 ans plus tard, la Cour suprême porte le coup de grâce à tout compromis. C'est l'affaire Dred Scott. Dred Scott, un esclave qui avait vécu avec son maître dans des territoires libres, demande sa liberté en justice. La Cour suprême, dominée par les juges du Sud, rend une décision choquante. Les Afro-Américains, qu'ils soient esclaves ou libres, n'étaient pas et ne pouvaient pas être des citoyens des États-Unis. Par conséquent, ils n'avaient pas le droit d'intenter un procès. Pire, la Cour déclare que le gouvernement fédéral n'avait pas le pouvoir d'interdire l'esclavage dans les territoires. Cette décision légitimait l'esclavage sur l'ensemble du territoire national et rendait les compromis du passé sans objet. Pour le Nord, c'était la preuve que le Sud voulait étendre l'esclavage partout. En 1860, le Parti démocrate, divisé sur la question de l'esclavage, présente 2 candidats pour l'élection présidentielle. Cette division ouvre la porte à un candidat inattendu, Abraham Lincoln. Membre du jeune Parti républicain, Lincoln n'était pas un abolitionniste radical, mais il s'opposait fermement à l'extension de l'esclavage dans les nouveaux territoires. Sa victoire en novembre 1860 fut le point de rupture. Bien qu'il ait remporté l'élection, Lincoln n'obtint pas une seule voix dans les États du Sud. Pour eux, son élection était une déclaration de guerre. Ils étaient convaincus que son unique but était d'abolir l'esclavage. Un mois plus tard, la Caroline du Sud fut le premier État à faire sécession de l'Union. D'autres États du Sud vont suivre. En février 1861, ils forment les États confédérés d'Amérique. La guerre civile était annoncée. La dernière étincelle se produit en avril, lorsque les forces confédérées attaquent le fort Sumter à Charleston, en Caroline du Sud. Les États-Unis étaient désormais officiellement divisés et une guerre sanglante allait éclater. En juillet 1863, la guerre civile atteint son paroxysme lors de la bataille de Gettysburg. Après une série de victoires, l'armée confédérée du général Robert Lee tente une invasion du territoire de l'Union, au nord. Pendant 3 jours, les forces de l'Union, dirigées par le général George Meade, repoussent les assauts sudistes. La victoire de l'Union est écrasante et marque le point de non-retour pour la Confédération qui ne mènera plus jamais de grande offensive dans le nord. 1 an plus tard, le général de l'Union William Sherman lance sa campagne dite de guerre totale contre le Sud. En 1864, sa fameuse marche vers la mer met en œuvre une stratégie brutale mais efficace. Il traverse la Géorgie, détruit toutes les infrastructures, brûle les récoltes. L'objectif n'est plus seulement de vaincre l'armée ennemie, mais de détruire sa capacité de résistance. Ces 2 événements majeurs scellent le destin de la Confédération. La victoire de l'Union n'était plus qu'une question de temps. En avril 1865, après 4 ans de combats dévastateurs, la fin est en vue. C'est au tribunal d'Appomattox Courthouse, en Virginie, que le général confédéré Robert Lee se rend au général de l'Union Ulysses Grant. Cette reddition marque la fin symbolique de la guerre civile. Mais la fin de la guerre ne signifie pas la fin des tragédies.
Seulement quelques jours après la reddition de Lee, le président Abraham Lincoln est assassiné. Sa mort va non seulement plonger le pays dans le deuil, mais aussi compliquer la période de réconciliation qui s'annonçait déjà difficile. La fin du conflit soulève une question immense. Comment reconstruire le pays et qu'adviendra-t-il des millions d'esclaves libérés? La réponse prend la forme des amendements constitutionnels qui vont transformer les États-Unis. Si vous souhaitez explorer d'autres chapitres méconnus de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. D'ailleurs, dites-moi, quelle autre histoire aimeriez-vous que je vous raconte ?